Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, bienvenue pour ce webinaire digestif Ségur Vague 2 sur les exigences qui concernent l'alimentation et la consultation de mon espace santé. Ce webinaire s'adresse aux couloirs médecine de ville, officines, paramédicaux et sages-femmes. Voilà. La présentation est faite par Sandra Malak de la DNS, accompagnée de Laurent Fenwick de l'assurance maladie. Concernant les bonnes pratiques, vous le voyez, vos micros sont par défaut coupés. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat. On y répond soit au fil de l'eau, soit sur les moments questions-réponses. Et vous pouvez aussi lever la main. Normalement, on peut déverrouiller les micros. Voilà. La présentation sera disponible, tant le support que la vidéo, sur le site de l'ANS dans les jours à venir. Pour ceux qui étaient là au webinaire INS d'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, surtout, il est déjà disponible en replay sur le site de l'agence. Voilà, je passe la parole à Sandra et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Magali. Donc on continue cette série de webinaires du coup extensive. Cet atelier se tient pendant la douzaine de webinaires qui ont commencé en début de semaine avec un webinaire dédié à la commande des certificats, d'autres qui ont été réalisés hier dédiés à l'INS, ce matin aux différents guichets de référencement, et donc cet après-midi, évidemment le sujet que je préfère, puisque c'est l'ambition et le cœur de l'ambition du Ségur, même si évidemment les autres sont aussi très importants, mais j'avoue une petite faiblesse pour celui-là. Et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc de l'alimentation et de la consultation de mon espace santé, et je vous repartage cette figure qui est que vous avez déjà vue de nombreuses fois lors de nos différents échanges, mais dont on ne se la pas parce qu'elle permet de remettre les éléments dans le contexte, et donc surtout de dire que finalement l'objectif de toute cette démarche, c'est vraiment d'avoir le patient au cœur de son espace santé, au cœur du DMP, qu'il devient le maître de ses données de santé, et que les différents secteurs du soin et du médico-social autour ont vocation à venir alimenter le patient avec ces documents, même si évidemment il peut y avoir aussi un intérêt à ce que ces documents soient partagés pour la coordination des soins. Avec à chaque étape des éléments de sécurisation de ce dispositif. Il s'agit de sécuriser le fait qu'on parle bien du bon patient et de la bonne identité, donc le fait que le professionnel également soit le personnel qui il prétend être et habilité à consulter ces documents. Et évidemment, quand on doit faire des échanges entre professionnels, que ce soit également de façon sécurisée à travers la messagerie sécurisée de santé, et même quand on doit envoyer des documents aux patients. Donc, autant de choses que vous connaissiez. Et finalement, avec la vague 2, l'objectif et la promesse, c'est que tous ces éléments soient faciles à faire directement pour le professionnel depuis son logiciel métier. D'un côté, pour l'assuré, pour le patient, lui, tout est centralisé dans son espace santé avec une version application mobile et un site web. Et désormais, c'est plus de 98% des assurés sociaux qui bénéficient de mon espace santé. Donc, on voit tous les mois de façon importante les patients qui s'emparent de plus en plus de mon espace santé, et donc des activations de mon espace santé par les personnes elles-mêmes. Désormais, c'est 30% des patients qui ont activé, qui ont fait la démarche d'aller voir mon espace santé. 98% en disposent, mais plus de 30% désormais ont été voir ce qui s'y passait. Et côté professionnel, c'est depuis son logiciel, et c'est là que vous intervenez, vous qui êtes éditeur des différentes solutions qui équipent les professionnels de santé de ville, et en particulier les médecins, vous puissiez lui permettre de faire tous les usages qu'il peut espérer faire depuis le DMP. Donc, pour la médecine de ville et l'officine en vague 1, on avait déjà fortement poussé l'alimentation de mon espace santé. On va voir que dans un instant, qu'on va venir en vague 2 faciliter encore cette alimentation, et puis surtout permettre cette fois-ci la consultation. Et donc, tout ça depuis son logiciel, et quel que soit le logiciel d'origine du professionnel, logiciel qui doit donc se conformer au Ségur. Alors un certain nombre d'éléments, et Laurent, je t'invite vraiment à ne pas hésiter à venir compléter, préciser. Toutes les fonctionnalités doivent être accessibles depuis le logiciel, on y reviendra, mais l'objectif, c'est que
l'alimentation pour les documents clés du parcours de soins soit simple pour le professionnel, hein, automatique, évidemment. Si il n'est pas pertinent qu'il partage ce document dans l'espace santé du patient, il peut le retenir en un clic, mais par défaut, il faut que ça parte. Que même pour la consultation, il n'y ait pas de reconnexion particulière à faire, que tout ça soit transparent dans son activité quotidienne, qu'il n'ait pas besoin de ressaisir les informations patients, et puis que quand il a besoin de récupérer un document du DMP du patient qu'il est en train de consulter, il puisse le récupérer directement au sein de son logiciel facilement, et on vient également proposer, pour que cette consultation soit la plus aisée possible, un certain nombre d'éléments minimaux, hein, d'ergonomie. On y reviendra, mais évidemment, on sait que l'ergonomie est votre prérogative, mais on vient mettre un certain nombre d'éléments communs qui viennent préciser la façon dont cette consultation de mon espace santé peut se faire directement depuis le logiciel. Alors, un enjeu que tu m'avais fait préciser, Laurent, c'est à partir du moment où on intègre le document, évidemment, on répond à des enjeux de sécurité importants, hein, qui sont précisés dans le référentiel d'interopérabilité du DMP. De toute façon, un des éléments clés de la vague Ségur, de la vague 2 Ségur, ça va également être des enjeux de sécurité du système d'information, D'accord, et on aura dans quelques jours un webinaire dédié. c'est ça. Alors là, on vous a mis quelques exemples, hein, puisqu'on sait que parfois tout ça peut paraître assez abscon. Là, on a raconté une histoire d'un patient qui sort d'hospitalisation pour décompensation cardiaque, qui va voir son médecin traitant. Le médecin traitant, bah, il accède au dossier patient par la carte vitale, et comme on l'a vu hier dans le webinaire dédié à l'INS, accès par la carte vitale, si ce n'était pas déjà fait précédemment, récupération automatique des traits d'identité et validation d'identité en un clic. Pour consulter mon espace santé, là, ici, on y reviendra dans un instant, on a besoin du consentement du patient, au moins une fois, que le patient dise qu'il est d'accord pour qu'on aille consulter son espace santé. Donc, c'est un clic à faire dans le logiciel. Et du coup, à partir du moment où on a recueilli le consentement du patient, où l'INS est qualifié, où le DMP existe et où le professionnel est authentifié avec le bon moyen d'identification électronique, il peut consulter mon espace santé. Bonne nouvelle, comme il sort de l'hôpital, eh bien, on trouve la lettre de liaison de l'hôpital, donc il peut visualiser et récupérer les infos clés. Comme c'est le médecin traitant, il en profite pour mettre à jour la synthèse médicale. On sait que c'est le document pivot, hein, de la médecine générale, qui permet de faire la synthèse sur la situation du patient. Et donc là, ici, dans la vague 2, on a des spécificités sur cette synthèse médicale qu'on est venu actualiser, et on pourra ici en reparler. Et là aussi, il y aura un webinaire dédié de façon plus approfondie à l'interop, où on pourra discuter de la structuration des documents et de celui-ci en particulier. Il se trouve que comme il était en cardiologie, les cardiologues ont introduit des nouveaux traitements, mais peut-être pas adapté tous les autres médicaments. Donc le médecin traitant vient refaire le point sur la situation du patient, adapter les traitements, prescrire la surveillance biologique, éventuellement de la kiné pour la reprise de l'activité physique. Tous ces documents viennent alimenter mon espace santé. Et puis, donc, le patient va retrouver directement dans son espace santé son DMP, ses ordonnances, sa synthèse médicale actualisée. Quelques temps plus tard, il va voir son cardiologue. Il se trouve qu'il avait un problème cardiaque, il a aussi besoin d'un suivi spécialisé. Le cardiologue, là, aura la même démarche. Qualification de l'INS avec la validation en un clic, recueil du consentement, pareil, un clic pour dire vous êtes d'accord pour que j'aille voir votre espace santé. Et là, il récupère la lettre de liaison de l'hôpital qu'il peut intégrer facilement, adapter les prescriptions, et il va partager dans mon espace santé et au médecin traitant par MSS le compte-rendu à la fois de la consultation et de l'échographie qu'il vient de réaliser. Donc là, on est vraiment sur le quotidien des confrères, de la médecine de base, hein, ce qu'ils font 20-30 fois par jour. Et donc, on voit que c'est pas des choses qui sont extrêmement complexes, mais qui sont des éléments finalement pivots de leur activité pour le quotidien de leur exercice. Donc là, j'ai pris un autre exemple, hein, d'illustration des usages cliniques. C'est autour du carnet de santé, et donc notamment avec les nouveaux usages que vont permettre la vague 2 du Ségur, hein, puisqu'on étend les documents qui viennent alimenter mon espace santé. Donc là, c'est soit un pédiatre, soit un généraliste qui voit une petite fille de 13 mois.
Donc, il vient renseigner l'examen du carnet de santé, le compte-rendu de consultation qui correspond à l'examen obligatoire des 12 mois. Et donc, ça, c'est exactement comme il le faisait dans le carnet de santé, ou bien comme il le faisait à la fois dans son logiciel et dans le carnet de santé. Donc là, ce sera unifié sans avoir besoin de ressaisie. Donc, idéalement, les informations sont pré-renseignées directement depuis son logiciel. Si, par exemple, il a renseigné les mesures de l'enfant, il a renseigné les traits d'identité, tout ça, ça vient évidemment renseigner directement le document. S'il fait une vaccination dans le cadre de cette consultation, également, il peut la renseigner. Et donc, tous ces documents vont venir alimenter mon espace santé, les mesures de l'enfant, le compte-rendu de consultation, la note de vaccination. Et par exemple, pour les mesures de l'enfant, ça va venir alimenter la courbe de croissance de la petite fille. Un point qui, a fait l'objet de beaucoup de discussions et qui a notamment été, un des points qui a amené à Sentinelle, ce dispositif qu'on a mis en œuvre après la vague 1 pour s'assurer que, ce qu'on avait demandé en termes de mise à jour correspondait finalement aux usages. Et on voit que sur l'alimentation de mon espace santé, on a eu beaucoup de discussions et ce qui nous a amené finalement à repositionner, la façon dont c'était censé fonctionner, et donc on vient préciser les choses en vague 2. Pour l'alimentation de mon espace santé, le fait que, le médecin traitant envoie le VSM, que le cardiologue, envoie l'échographie cardiaque et le compte rendu de consultation, tout ça, c'est par défaut. C'est-à-dire que, il faut à la limite, le professionnel n'a pas à se poser beaucoup de questions. Il a fait des examens, il y a aucune raison pour qu'il les mette pas directement à la disposition de son patient. Dans 99,9 % des cas de la situation de prise en charge en médecine, le document doit être envoyé de façon simple par défaut au patient dans son espace santé et mis à la disposition des confrères, en visible. Donc, dans notre logique à nous, il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire pour le professionnel pour qu'il l'envoie à son espace santé. C'est: «Je valide le document, crac, ça part». Enfin, avec, les petites, ajustements techniques qu'on va voir, mais il n'y a pas de, nécessairement à préciser, en parallèle. Est-ce que ça doit être un document de type, compte rendu, d'imagerie, par exemple, si pour l'échographie cardiaque du cardiologue, ou, à préciser, bah, c'est une ordonnance. Évidemment, si c'est une ordonnance, ça part avec, le type code de l'ordonnance. Évidemment, si c'est, une échographie cardiaque, ça part avec le type code compte rendu d'imagerie. Mais, l'idéal est que tout ça soit pré-paramétré dans le logiciel, en envoi par défaut au patient, en visible, non masqué, parce que c'est, le cas nominal. Donc après, on sait qu'il y a des situations où le patient peut ne pas vouloir que le professionnel alimente son espace santé, et donc à ce moment-là, le professionnel demande au patient s'il y a un motif légitime, et on comprend que dans certaines situations médicales, il puisse y avoir des données considérées plus sensibles. Ça tourne en gros toujours un peu autour des mêmes spécialités, hein, c'est, souvent, la psychiatrie, la gynécologie, la génétique ou la maladie infectieuse. Donc là, le patient dit: «Bah, moi, je préfère que vous l'envoyiez pas à mon espace santé». On pourrait lui dire: «Bah, oui, mais vous pouvez masquer votre espace, le document dans mon espace santé, vous pourriez même bloquer un professionnel, voire si vous voulez, vous pouvez même vous-même fermer votre espace santé». Mais bon, le patient, sur motif légitime, a le droit de dire: «Je veux pas qu'on alimente mon espace santé», et là, le professionnel peut s'y opposer. Mais c'est un clic de plus pour ne pas envoyer le document, versus imposer des clics supplémentaires systématiquement si on demandait préalablement, à ce que, le professionnel confirme bien qu'il doit alimenter mon espace santé. Là-dessus, on trouve que la logique de la consultation est complètement différente. Pour la consultation, c'est le professionnel n'apporte pas des informations. Dans l'alimentation, je donne des informations. Dans la consultation, c'est je vais chercher des informations. Et je vais chercher des informations potentiellement produites par d'autres professionnels, ou comme le patient lui-même peut aussi alimenter mon espace santé, déposé par le patient lui-même. Pour la consultation, on on pense, et la loi est tournée ainsi, et ça a encore été, confirmé, au Conseil constitutionnel, le pivot, c'est le consentement du patient. Il faut que le patient soit d'accord avec le fait que le professionnel vienne consulter son espace santé. C'est pas nécessairement c'est pas un consentement écrit, hein, certainement pas, qu'on va demander au patient avec une signature, mais il faut que le patient, on lui a posé la question, en consultation, ça se fait de façon très informelle: «Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille voir votre espace santé?» Le patient me dit: «Bah oui, bien sûr».
d'autant plus qu'on est dans un contexte de soins et qui comprend pourquoi on a besoin d'aller chercher l'information de sa date de liaison dont il vient de sortir de l'hôpital ou l'ordonnance de son pneumologue ou l'échographie de son gastro-entérologue, que sais-je. Donc il comprend pourquoi, il dit oui et on peut consulter. Mais donc informatiquement, comment est-ce que ça se traduit? Par un clic dans le logiciel. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une action à faire pour le professionnel qui prouve bien qu'il a posé la question du consentement et que derrière, donc ça déclenche les transactions de consultation potentiellement, c'est que en parallèle, le patient, lui, va être informé de tout ce qui se passe dans son espace santé. C'est le corollaire du fait qu'on dispose tous d'un carnet santé numérique qui soit activé pour tout le monde, qui soit ouvert pour tout le monde par défaut. C'est le fait que on ait aussi une vue exhaustive en temps réel de tout ce qui s'y passe. Et donc, si vous regardez dans votre propre espace santé, vous pouvez voir qui a été le voir comme professionnel, quel document, à quel moment, et avec une notification en temps réel. Donc évidemment, si tout ça se fait dans le dos du patient, on comprend bien que ça va mal se passer. Donc, on demande ce clic pour la consultation. Donc d'un côté, pour l'alimentation, même s'il est important évidemment d'informer le patient, et ça peut se faire pour le coup par voie d'affichage, par exemple, dans le cabinet, l'ordre d'envoi à mon espace santé DMP se fait par défaut, sur la base du même clic que la validation et l'impression du document. Aucun clic supplémentaire n'est requis. Et si le professionnel désire ne pas envoyer le document, à ce moment-là, c'est un clic supplémentaire. Par contre, pour la consultation du DMP, aller chercher de l'information et des documents, à ce moment-là, on comprend qu'il y a un clic à demander qui soit pour la consultation. Alors, du coup, j'imagine qu'il y a des questions. Vas-y, je t'en prie, Laurent, si tu veux compléter. Non, non, rien. Bah, tu as été hyper clair, Sandra, il y a pas de souci. Donc effectivement, ce que vient de dire Sandra, c'est très important, notamment pour un premier accès du professionnel de santé sur un DMP, donc sur l'espace santé du patient. Le patient va être immédiatement notifié, donc c'est vraiment du direct, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé qui accède à un DMP, c'est-à-dire se déclare autorisé à accéder à ce DMP, c'est immédiat. Il va recevoir une notification, un SMS pour lui dire qu'il y a un professionnel de santé qui accède à son DMP, enfin à son espace santé. Il va pouvoir aller voir ça directement. Toutes les autres actions, effectivement, de consultation, c'est des notifications également qu'il va recevoir. C'est des notifications qui vont être groupées. Je crois qu'on les transmet à peu près entre toutes les 15 à 20 minutes. On regroupe toutes les actions qui peuvent être faites sur le DMP. Je vais consulter tel document, je vais faire telle chose, etc. Je vais modifier, je vais ajouter, etc. Donc ça, c'est groupé toutes les 15-20 minutes. Et le patient reçoit, pareil, une petite notif qui va lui dire qu'il y a des choses qui se passent sur son espace santé, qu'il faut qu'il aille regarder ce qui se passe. Tout à fait. Donc, et donc, c'est très important au niveau des logiciels. Voilà, je savais que je voulais dire quelque chose. C'est très important que le professionnel de santé ait conscience qu'il soit en train de consulter les documents de son patient. Il faut vraiment que dans sa tête, ça soit clair, que ça ne soit pas ambigu. Parce que derrière, il y a des actions qui vont être faites. Il y a le patient qui va être informé, effectivement. Il y a des actions de sécurité qui se mettent en place également. Nous, on a mis en place un certain nombre de mésusages à l'utilisation pour essayer effectivement de mettre un maximum de sécurité, aussi bien côté professionnel de santé que côté patient. Et donc, il faut que le professionnel de santé, il est bien conscient de ces actions et que ces actions qu'ils sont en train de faire, c'est de la consultation. Il est en train de consulter les documents qui sont dans l'espace santé de son patient. Voilà. Il y avait des questions aussi, Sandra. Ah, top, merci. Alors, on a une question. L'envoi automatique sur le DMP et au médecin traitant via la messagerie sécurisée de santé est-il obligatoire? C'est absolument, c'est requis, c'est l'attendu. Voilà.
Alors, ensuite, il C'est y a même une pas, question. pardon, excuse-moi, je vais même rajouter. Tiens, on Oui. l'a pas mis là, c'est la loi. C'est Oui. l'article 1111-15 pour un certain nombre de documents qu'on vient préciser. Vous allez voir dans les décrets, on en reparlera plus loin. Les documents sont assez larges et c'est tout ce qui constitue le quotidien du médecin, du prescripteur, mais aussi du pharmacien. Enfin, du coup, tous les documents ou de la sage-femme ou de l'infirmière, tous les documents qu'on réalise au quotidien, en fait, viennent alimenter mon espace santé. C'est la synthèse médicale, c'est le compte-rendu de consultation qu'on adresse à un tiers, c'est toutes les prescriptions. Donc tout ça, la loi nous dit que le professionnel a l'obligation de l'envoyer à mon espace santé, SAGE-DMP. OK. Alors après, il y a une question, mais en fait, moi, je ne la comprends pas trop. C'est concernant la consultation depuis le LGC, je comprends, mais concernant l'alimentation, si le DMP est accessible depuis mon espace santé, pourquoi demander une alimentation DMP et mon espace santé? Je pense Ah, qu'il y a une c'est pas, confusion. Ouais, je c'est t'en pas prie, Laurent, DMP et vas-y. ouais, c'est pas DMP et mon espace santé, c'est la même Ouais. chose. En termes de documents stockés, les documents sont stockés, que ça soit DMP ou mon espace santé, c'est le même espace, on va dire. C'est pour ça que nous, on colle. Enfin, je pense que dans la présentation de Sandra, ça a été collé DMP, mon espace santé. Mm. Mais il faut comprendre que quand un professionnel de santé alimente le DMP du patient, c'est automatiquement versé, bien sûr, dans mon espace santé. C'est le même espace. Et pareil, dans l'autre sens, hein, quand un patient va alimenter un document dans son espace santé, ça se retrouve dans le DMP. C'est voilà, c'est aujourd'hui, c'est deux Deux noms faces en d'une fait, même pièce. S'il voilà, y a qui plus de choses dans représentent le au niveau DMP, mais par contre, voilà, c'est la même chose. au niveau documentaire, qui représentent OK. le même espace. Ensuite, pouvez-vous préciser ce que l'on appelle valider un document? Est-ce un enregistrement, un envoi au DMP? Ça, du coup, on vous laisse choisir, hein, dans votre solution la façon dont ça fonctionne. Il y a des personnes chez qui c'est, je conclus le document et je valide et je passe à autre chose. Il y a d'autres personnes chez qui c'est valider, imprimer et du coup là, c'est en fait, je conclus le document, ma prescription, je voilà. C'est, parfois ça peut même être pour certains logiciels, on a pu voir ça, je quitte mon compte rendu de consultation, donc c'est pas les notes de consultation, hein, il faut faire la part des choses. Les notes de consultation que saisit un professionnel pour dire, j'ai aujourd'hui je l'ai vu, elle m'a raconté ci, c'est là on parle des documents, c'est quand je produis un compte rendu de consultation que je vais envoyer à un confrère ou bien quand je produis une ordonnance, donc un document pour faire simple, hein, c'est ce qu'on remet au patient quand il sort du cabinet. Du coup, c'est ces documents-là, il y a un moment où, je dis que j'ai fini de les faire. C'est ce qu'on appelle la validation. Donc maintenant, à quoi ressemble votre bouton? On vous en laisse juge. OK. Ensuite, ne craignez-vous pas que ces envois automatiques sur le DMP et via MSS entre professionnels de santé surchargent le traitement des documents médicaux? Avec la V2, la consultation du DMP en tâche de fond va faire apparaître des documents déjà réceptionnés via MSS. N'est-ce pas redondant? Ouais, du coup, là, on sait que la messagerie sécurisée de santé, et mon espace santé, ont des vocations différentes, hein. C'est des flux, complémentaires. Donc, avec, mon espace santé, on va chercher l'information dont on a besoin. Si, par exemple, je suis le cardiologue qui ne suis pas destinataire de la lettre de liaison de sortie, bah, j'ai pas reçu par messagerie sécurisée de santé, potentiellement la lettre de liaison, je peux aller la chercher. Parfois, du coup, le médecin traitant reçoit partout, il peut aller chercher l'information. La messagerie sécurisée de santé, on est plutôt sur du push, de l'information qu'on met à disposition du professionnel dont on sait être le correspondant habituel. Et donc là, l'information m'est déjà adressée, elle arrive en général plus rapidement. Et donc, je peux déjà l'avoir été intégrée. Alors normalement, on a des enjeux d'interopérabilité et de conformité des documents qui fait que, on est censé savoir, si, le document, est par exemple déjà intégré dans le dossier depuis la MSS, que je le réintègre pas une deuxième fois. Je Les experts le diront bien mieux que moi, mais il y a les OID des documents, on est censé pouvoir les dédoublonner, tout ça, les ID, pardon. Ouais. Les ID, cet ID et autres. Donc on est censé pouvoir s'y retrouver. Et en vrai, le professionnel, il a déjà intégré la lettre de liaison de sortie par MSS, il va regarder dans le DMP, il dit OK, ça c'est bon, je la connais. Par contre, ah tiens, j'ai vu une bio que je connaissais pas, elle m'intéresse, je peux peut-être aller voir. Je t'en prie, Ouais. Laurent. Ouais, j'ai vécu le cas cette semaine, hein, effectivement. Ma fille qui est allée passer un compte rendu à une IRM, elle n'était pas sortie, qu'on avait déjà le compte rendu dans mon espace santé, dans son espace santé. Donc j'ai été notifié effectivement qu'il y avait un document qui est arrivé. C'était son compte rendu d'imagerie. IRM, super. Et j'ai reçu 2 jours après, effectivement, un message MSS du radiologue qui écrivait au médecin traitant:
et également à ma fille. Et donc, du coup, j'ai reçu, et dans le message d'adresse qui était adressé effectivement au médecin traitant, il y avait le compte rendu. Et donc, moi, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je réintègre en double ce compte rendu, mais c'est vrai que ça peut être trompeur des fois d'avoir ces documents et par MSS et par une alimentation directe. Là, sur ce cas précis, Sandra, il n'y a pas vraiment de contrôle de doublon parce qu'on est sur… alors, sauf si le document vraiment, c'est exactement le même en termes de formatage CDA, puisqu'on a un contrôle au niveau du SI-DMP, c'est un contrôle de hash, qui fait que un document qui a été forgé au niveau CDA, qui est alimenté dans le DMP, si c'est exactement le même CDA, la même forge qui est alimentée, là, il y aura effectivement un rejet du document pour dire ce document est en doublon. Par contre, imagine, c'est un PDF qui a été envoyé, qu'il est reforgé, etc., avec d'autres métadonnées, etc., quand il va être intégré, un autre hash pour le coup, quand il va être intégré, ben là, le contrôle de doublon, il ne va pas marcher et on va intégrer une deuxième fois ce document. Donc, ça peut être problématique, effectivement, si on ne fait pas gaffe aux documents qui sont aussi envoyés par MSS. Le gros avantage, c'est que le patient, quand c'est envoyé par MSS et que c'est le patient qui intègre le document dans son espace santé, là, aujourd'hui, il a la possibilité de le supprimer, puisque c'est lui qui l'a intégré. Si, par exemple, le médecin traitant faisait la démarche d'aller alimenter le DMP du patient, il se retrouve en double. Mais bon, après, normalement, le médecin, il est censé voir que le compte-rendu est déjà dans le DMP. Je ne sais pas. Là, il y a une question, effectivement. En fait, du coup, si on a bien sur un document qui a été produit de la même façon et donc qui a bien les mêmes caractéristiques CDA, il y a une exigence qui s'appelle 1.08, qui est censée permettre au sein du LDGC le dédoublement. Maintenant, on sait qu'il y a certains éditeurs qui n'ont pas attendu cette exigence vague 2 et qui offrent la possibilité, quand on intègre un document, de le comparer au document présent dans le dossier le plus proche. Typiquement, un document, quand on le range, il a une date, évidemment, il est associé à une identité patient, il est typé, titre éventuellement, et donc il y a certains logiciels qui savent reconnaître, mais ça, c'est pas une exigence qu'on a mis, mais vous la partage quand même. Il y a certains éditeurs qui ont dit, bah, c'est le même patient à la même date avec un type titre qui ressemble, regarde, tu es sûr que c'est le bon que tu veux intégrer et qui propose par exemple des fenêtres de comparaison en disant bah, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Et donc là, on peut soit remplacer, soit intégrer aussi en double. Donc c'est sûr que quand on a affaire de la multiplicité d'informations, il faut pouvoir la gérer. Oui, tout à fait. Question sur le consentement. La consultation par un PS peut se faire sans la présence du patient. Comment faire pour le consentement patient? C'est une super question. Donc sur le consentement, c'est la dia suivante et on va y revenir. Mais donc il y a plusieurs modalités où on peut consentir. En vrai, la grande majorité des cas, c'est surtout en médecine de ville. Je suis face au patient et donc que je sois une sage-femme, une infirmière, un pharmacien ou bien un médecin, je suis face au patient. Vous êtes d'accord pour que j'aille voir votre espace santé? Crac, je lui demande. Parfois, je reçois des documents par MSS justement concernant un patient. Je me dis mince, pourquoi je reçois une bio avec ces anomalies-là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre-temps? Je peux vouloir aller voir son espace santé. Si c'est un patient que je connais déjà, qui m'a déjà donné son consentement au préalable, bah du coup, tout va bien. J'ai son consentement et je l'ai conservé dans mon dossier. On considère que la durée du consentement, c'est tant que dure l'épisode de soins. Donc par exemple, si je suis un médecin traitant, je fais suivre mon patient tant qu'il acceptera que je sois son médecin traitant. Maintenant, il y a des enjeux de ton contrôle, Laurent, hein, de transactions qui sont renouvelées tous les 6 mois, mais la loi nous dit bien que bah, c'est le consentement tant que dure l'épisode de soins. A contrario, je suis un dermato, je vois le patient une fois de façon très ponctuelle. Là, si le patient vient de me revoir 5 ans après, évidemment, il faut que je lui demande s'il est d'accord. Mais ça, c'est un patient à qui j'ai demandé de visu, il m'a dit oui. Il y a le cas du patient que je n'ai pas encore vu. Et ça, malheureusement, on sait que, malheureusement, en pratique, on sait que c'est quelque chose qui peut être très utile, et notamment pour préparer les consultations, pour récupérer les documents. Et donc là, on n'a pas encore la solution parfaite. On peut, au moment de la prise de rendez-vous, demander au patient son accord. Il y a actuellement des travaux
par les équipes interop sur les logiciels de préadmission et les logiciels de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est des travaux qui n'ont pas encore abouti, donc ça va peut-être se poursuivre. Mais donc, dans la mesure, dans tous les cas, où le patient va être notifié en temps réel, il faut que le patient puisse dire oui ou non d'une façon ou d'une autre et que le professionnel puisse être informé de ce oui ou ce non. Donc parfois, ça se transforme de façon très désagréable. Je viens de voir un patient, je pense que c'est pas une bonne idée qu'il vienne me voir en consultation, ça m'est arrivé encore il y a 2 jours. Du coup, je pense que je vais plutôt le réorienter. J'ai besoin d'éléments complémentaires, si je les trouve dans son DMP, bah, je lui passe un coup de fil pour savoir s'il est d'accord. On est d'accord que c'est pas le plus moderne, c'est pas le plus pratique, que quand il pourra faire ça directement depuis ses plateformes de prise de rendez-vous, ce sera bien mieux. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut demander. Je t'en prie, Laurent. C'est exactement ça. Et en complément là, par rapport à la question que pose Pascal Castello, on est bien sur une action donc effectivement de ce que vient d'expliquer Sandra, une action d'accord de consentement du patient, et c'est bien un seul clic. C'est-à-dire que on ne demande pas à partir du moment où le patient il a donné sa confirmation, qu'on puisse consulter son espace santé. Il y a l'écran avec le patient, il est d'accord, il y a le petit texte qu'on vous a demandé de rajouter, et puis on clique comme le patient a été informé et qu'il est OK, et c'est le seul clic qu'on vous demande. Il n'y en a pas d'autre. Ce qu'on avait indiqué au niveau du guide d'intégration, c'est qu'il fallait décorréler le consentement du patient. C'est pas parce qu'on a le consentement du patient aujourd'hui qu'on va avoir besoin d'aller consulter son DMP aujourd'hui. On peut aller le consulter le lendemain ou la semaine prochaine. Donc, il faut positionner, s'il n'y a pas d'autorisation d'accès sur ce DMP déjà, il faut penser à aller positionner l'autorisation d'accès le plus proche possible de la vraie consultation. Voilà. Donc, on prend le cas, par exemple, de l'hôpital où on fait par téléphonique, les secrétaires demandent s'ils sont OK pour aller consulter mon espace santé suite à sa venue qui va avoir lieu la semaine prochaine. Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez consulter mon espace santé. OK, je note dans votre dossier que vous consentez à aller à ce que les professionnels de votre équipe de soins puissent aller consulter votre espace santé. Ça s'arrête là. On ne va pas positionner l'autorisation d'accès. C'est quand un des professionnels de santé pour lequel le consentement a été donné aura besoin d'aller consulter le DMP pour la première fois, à ce moment-là, on va positionner l'autorisation d'accès. Parce que c'est au positionnement de l'autorisation d'accès que la notification va partir au niveau du patient. Donc, si le patient reçoit une notification comme quoi il y a eu un premier accès à son DMP la semaine d'avant, alors qu'il n'est même pas, il y a rien, le professionnel n'a rien à y faire, là, il va pouvoir se poser la question. Donc là, c'est important, et je complétais par rapport à ce que disait Sandra. Alors, donc l'objectif, c'est que ce soit le plus simple possible pour le professionnel, mais on sait qu'il peut y avoir une matrice, de différentes possibilités. Le patient est d'accord, le patient n'est pas d'accord. Donc on vous a mis des mock-ups, là, dans les diapositives, mais que vous retrouverez aussi dans les DSR, les dossiers, de spécification et de référencement, qui font partie, des 3 documents clés du Ségur qui sont, publiés, c'est, les documents réglementaires, qui sont publiés pour le Ségur. Donc, il y a le DSR qui a donc déjà été publié au mois de mai pour la médecine de ville et qui le sera bientôt, mais vous y retrouverez également les mêmes figures pour les paramédicaux, les sages-femmes et l'officine. Et donc, où on a essayé d'illustrer. Alors, on vous a donné 2 possibilités, parce que tout ça dépend évidemment de vos implémentations. Et donc, là, le patient est informé et consent à l'utilisation de son espace santé. On a un clic obligatoire pour oui, et par contre, s'il dit non, il faut à ce moment-là qu'on précise s'il s'oppose à l'alimentation et à la consultation de mon espace santé. Donc on a mutualisé au départ, mais après, il faut bien différencier si c'est alimentation ou consultation auquel le patient s'oppose. Une autre version où on a distingué d'emblée alimentation et consultation. En plus, on a laissé la possibilité au bris de glace, on pourrait revenir plus loin, il y a des spécificités dans la consultation du DMP. Mais donc, le patient, par défaut, ne s'oppose pas, c'est ce qu'on disait, l'alimentation à mon espace santé, c'est de l'opt-out. Il peut s'opposer, mais par défaut, il ne s'y oppose pas. Et puis, le patient consent à la consultation, là, par contre, c'est un clic supplémentaire pour dire qu'il est d'accord ou pas d'accord pour que je consulte. Et donc là, je vous ai mis les exigences auxquelles ça renvoie. Et
tu faisais à l'instant mention, Laurent, à un petit message supplémentaire, un DMP Conv 21 qui a fait l'objet de débats, hein, on le sait, hein, pendant la conception, où on demande à ce que tous les 180 jours, tous les 6 mois, pour le professionnel, il ait un message lui expliquant que son logiciel, comme tout est en intégré, son logiciel va faire des transactions de consultation. Et donc, c'est ce qu'on vient de partager, hein, c'est-à-dire que toute consultation de ma part d'un DMP pour lequel le patient ou le représentant légal n'a pas donné son consentement m'expose à des poursuites, c'est le b.a.-ba du secret médical. C'est pas pour chaque patient, c'est une fois tous les 6 mois dans son logiciel, on lui rappelle que, au fait, ton logiciel est potentiellement une porte ouverte sur les dossiers médicaux des Français, donc il faut que ceux-ci soient d'accord. Et si c'est pas le cas, c'est pas parce que tu es médecin que tu as le droit d'aller voir le DMP de tout le monde, et c'est pas parce que tu es infirmière que tu peux aller consulter le dossier de je ne sais quelle célébrité. Du coup, c'est évidemment dans le cadre de la protection des données médicales, dans le cadre du secret professionnel et du secret médical, et avec le consentement du patient que ça doit se faire. Donc un clic. Une petite spécificité, Laurent, du coup, qui nous a fait adapter le GIDMP, je ne sais pas si tu voulais en parler, c'est potentiellement la prolongation de la transaction au-delà des 6 mois si l'épisode de soins se poursuit. Oui, oui, c'est en fait un professionnel de santé, il reçoit un consentement du patient, soit en direct, soit au téléphone, soit via son secrétariat qui le note dans le logiciel, dans la fiche patient, et cetera. Et effectivement, au bout de 6 mois, quand l'autorisation d'accès est positionnée, au bout de 6 mois, l'autorisation tombe. D'ailleurs, il y a une transaction qui permet de savoir si l'autorisation est toujours active ou pas. Il ne faut pas redemander tous les 6 mois, effectivement, l'autorisation au professionnel de santé. Si l'épisode de soins n'est pas terminé, si le patient ne s'est pas opposé et s'il est OK toujours pour que ce professionnel de santé-là consulte le DMP, le logiciel peut prolonger effectivement l'autorisation. Alors, ce n'est pas au bout de 6 mois exactement, c'est plus touchy que ça. Par exemple, vous allez positionner une autorisation d'accès sur le DMP aujourd'hui, vous allez consulter le DMP de ce patient aujourd'hui. Dans un mois, vous allez reconsulter le DMP du patient. Donc là, c'est l'autorisation d'accès, elle va être repoussée de 6 mois à la dernière date de consultation. C'est-à-dire que tant que vous consultez régulièrement les DMP des patients, l'autorisation d'accès ne tombe pas. Si un patient, vous ne consultez pas son DMP effectivement depuis plus de 6 mois, donc là, l'autorisation d'accès va tomber et du coup, là, il faudra voir si il faut la renouveler automatiquement ou si on est sur un autre épisode de soins, il faut demander éventuellement l'autorisation au patient. Mais si le patient ne s'est pas manifesté pour le dire, bon, je veux plus que vous consultiez mon DMP ou qu'il n'ait pas bloqué le professionnel de santé, il n'y a pas de raison de redemander un consentement à chaque fois. Et si on a le temps, juste pour une petite question sur l'autorisation d'accès DMP par téléphone, comment ça se passe alors que cette autorisation repose sur un INS qualifié qui ne peut On être est d'accord que qualifié. tout ça est assez anecdotique. Hein. La situation nominale, j'ai le patient en face de moi, je lui demande s'il est d'accord, je vais consulter son DMP. Alors après, du coup, là, c'est un patient dont l'INS avait été qualifié dans mon établissement, mais dont il n'avait pas donné l'accord pour que moi j'aille voir. Donc c'est pour ça que moi je lui ai appelé pour lui demander s'il était d'accord pour que moi j'aille voir, puisque c'est moi qui vais laisser des traces dans son DMP, donc en mon nom propre. Donc je préfère qu'il en soit d'accord, sinon il risque de se demander ce que je fais là. Donc là, en l'occurrence, l'INS était déjà qualifié au préalable. Après, avec les évolutions qu'on imagine, un patient qui pourra renseigner son AppCV, par exemple, directement depuis une plateforme de prise de rendez-vous, et puis également spécifier le consentement, on pourra imaginer qu'à terme, ça puisse se faire. Alors, dans le principe, pardon. Non, excuse-moi, on finira les autres questions plus tard. Non, je t'en prie, si t'envoies, bien sûr. Non, il y avait Nicolas là, qui demandait si une secrétaire, dans le cadre d'une structure, pouvait demander le consentement du patient pour chaque médecin de la structure.
Oui, ça peut être le cas. Ça peut être une équipe de soins, effectivement, dans le cadre d'un établissement en centre de santé. On a une équipe de soins, on informe le patient que les membres de son équipe de soins, les professionnels de santé qui composent l'équipe de soins peuvent consulter son espace santé. Donc, on recueille le consentement du patient sur ce fait-là. Par contre, après, effectivement, l'autorisation d'accès, elle est nominative. Donc, ça sera à chaque fois qu'un membre de l'équipe de soins voudra accéder au DMP, c'est à ce moment-là qu'il faudra positionner l'autorisation d'accès. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'aller positionner l'autorisation d'accès pour l'ensemble des professionnels de santé s'il n'y a pas besoin. Voilà. Mais du coup, pour abonder à ce que tu dis, donc cette notion d'équipe de soins, elle est pas facile, hein, mais ce qu'il faut derrière avoir en tête, c'est que le plus important, c'est de savoir à quoi le patient consent. Si on est 3 infirmières qui travaillent dans un cabinet et qui travaillent de façon complètement mutualisée, interchangeable et qu'un jour sur 3, ça peut être l'une ou l'autre, il est tout à fait possible de demander au patient s'il est d'accord pour que ce soit l'ensemble des 3 infirmières du cabinet qui consultent son DMP et du coup, à ce moment-là, il faut que le logiciel permette qu'on ait demandé en une fois le consentement du patient pour les 3 infirmières. Mais évidemment, la trace de chacune des infirmières, comme le disait Laurent, sera nominative. Le plus important, c'est ce à quoi le patient consent. Si le patient dit: «Moi, je suis d'accord pour Marie, mais pas pour Laurence ni pour Nicole», bon, bah, c'est le patient qui. Après, c'est vrai que cette gestion de consentement, voilà, elle est assez complexe. Alors, dans les faits, elle est très simple. Le patient, je consens, mais il y a un certain nombre de cas à gérer assez complexes. C'est le cas où le patient il a donné son consentement, par exemple, et qui veut plus. Donc là, il se pose la question de j'ai des autorisations d'accès, il faut que les professionnels de santé enlèvent cette autorisation d'accès aussi. Voilà, il y a tout cette cinématique d'ajout et de retrait aussi à faire en cas de demande du patient, au-delà du fait que le patient puisse bloquer dans son espace santé l'accès aux professionnels de santé qui ont une autorisation d'accès. Parce que quand vous allez dans mon espace santé, vous allez voir de suite tous les professionnels de santé qui ont accédé à votre DMP, et pour chaque professionnel de santé, vous avez la possibilité de les bloquer nominativement également. Et du coup, il vaut mieux que le patient doive aller dans son espace santé pour bloquer le PS, c'est jamais très bon. Ça veut dire qu'il y a une relation qui s'est pas bien faite. Alors, Sandra, par rapport à la gestion du temps, je ne sais plus combien tu as de slides, on est bon, on continue ouais, bien sûr, on va continuer. Puis c'est des sujets qui Ok. sont tellement importants, si on n'arrive pas au bout, eh ben, on reprogrammera un webinaire dédié parce qu'on est vraiment au cœur du dispositif. On a également, mais là, par exemple, cette diapositive va aller plus vite, on a un certain nombre d'exigences qui sont issues directement de l'expérience de la Vagune. Et normalement, de façon assez dogmatique, le Ségur fonctionne en 3 petits pas. Un premier pas qui faisait en sorte que chaque Français dispose de mon espace santé. On peut dire: «C'est bon, maintenant 98 des Français ont un DMP ouvert». Deuxième petit pas, première vague Ségur. Maintenant que le DMP est ouvert, qu'on vienne l'alimenter avec les documents clés du parcours de soins. Donc là, désormais, un document sur 2 de santé produit en France vient alimenter mon espace santé, donc c'est en passe d'être réussi. Et puis, avec la vague 2, normalement, c'est surtout la consultation des documents pour la coordination des soins. Mais avec la vague 1, on s'est rendu compte que parfois, il y avait des possibilités d'amélioration. Et donc, issu de cette expérience, on vient apporter un certain nombre d'éléments euh, d'optimisation de l'alimentation, y compris en vague 2. Donc, par exemple, donc il y avait tout l'enjeu de l'optimisation de l'alimentation d'un certain nombre de documents. Donc, on va y revenir sur les documents dans un instant. Mais donc, on avait par exemple la synthèse. Mais là, on vient aussi apporter d'autres modalités. Si j'avais produit un compte-rendu de consultation l'année dernière et que j'alimentais pas encore mon espace santé, mais que je pense qu'il est important que le patient bénéficie de ce document dans son espace santé, j'ai encore la possibilité d'envoyer un document passé vers l'espace santé du patient, c'est les exigences histo. On a également les exigences AliProg pour que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, l'alimentation du DMP puisse se faire en différé. Donc les exigences AliProg, c'est
une programmation finalement de l'alimentation du DMP. C'est pas nécessairement une programmation de plusieurs jours ou plusieurs heures, mais on sait que parfois, un de retour de la vague 1, c'était que certains professionnels nous disaient: «Mais c'est terrible, je clique sur mon document et puis je vois mon logiciel mouliner pendant, de nombreuses secondes, très longues et donc ça faisait qu'ils voulaient plus du tout alimenter, ils bloquaient tout. Pas parce qu'ils voulaient pas par principe, mais parce que ça entraînait derrière, des complications, au sein du logiciel. Et puis parfois on avait des ruptures d'alimentation parce que, indisponibilité à un moment donné, soit la connexion, du professionnel, soit par exemple du téléservice, donc même si c'est assez rare et donc on a prévu des exigences qui font que on peut programmer, enfin on programmera l'alimentation du DMP avec les documents, avec un enjeu de disponibilité en parallèle du logiciel pour le professionnel et l'envoi différé si le document peut pas être envoyé tout de suite. C'est toutes les exigences que vous voyez aussi, un petit tableau que vous retrouverez, aussi dans le DSR. Une spécificité de la médecine de ville, c'est on sait que parfois, alors je sais pas si je peux dire ça devant toi Laurent, hein, tu fermes tes oreilles. On sait que parfois la carte de professionnel de santé, la CPS est au secrétariat, même si c'est pas du tout la recommandation. L'objectif est que le professionnel ait sa CPS, c'est un moyen d'identification électronique nominatif et que la secrétaire, ait, sa propre carte, CPE nominative. Du coup, on sait que parfois elle est au secrétariat et là on se bah, il faut que cette CPS qui sert pour la facturation, elle puisse aussi servir, même pour, l'alimentation du DMP si, les documents si les 2 ordinateurs, sont en lien. Donc je donne un ordre d'envoi, du DMP, même si la CPS est pas directement, sur mon poste. Du coup, si je suis en réseau avec, le poste, à côté, bah, et que la carte CPS est sur le poste à côté, c'est du poste à côté, ça va partir. Donc, je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur le plan SSI, hein, sur cette exigence, mais globalement, les équipes ont regardé dans tous les sens et on ne demande pas à ce qu'un logiciel soit maître de l'autre. C'est vraiment plutôt, je mets dans la file d'attente de l'autre logiciel et ça part du logiciel qui a la carte CPS. Donc comme tu as vu, hein, Magali, ça a été plus vite, pour la partie alimentation. Oui. Quid de la durée d'attente? Et ben, on n'est pas venu spécifier la durée d'attente. La durée d'attente, ça peut être quelques secondes, heu, du coup avec un système de buffer. Il y a certains éditeurs qui ont par exemple programmé, des envois au moment où on voit que le logiciel est disponible. Typiquement, le professionnel se lève pour aller accueillir le patient suivant, bah, du coup, ils font les envois par exemple, à ce moment-là, pour que ça vienne pas interrompre ses tâches. Donc ça, on n'est pas venu préciser le moment de l'envoi, mais Est-ce que le PS doit encore être connecté à son logiciel pour que ça se fasse? alors, si ça se fait pas s'il n'est pas connecté au moment où c'est censé partir, c'est quand il reviendra et qu'il sera connecté que ça partira. Et il y a une remarque. L'usage de la CPS se fait donc en tâche de fond. Ah, j'ai perdu le. Se fait en tâche de fond sans avertir l'utilisateur du poste. C'est surprenant. Bah, la CPS, elle sert aujourd'hui à énormément de choses. Évidemment, la facturation, l'interrogation des téléservices et donc le professionnel, il voit, hein, sa CPS, tourner sur le poste, sans avoir, toujours en temps réel, ce à quoi elle sert parce qu'elle est en train de gérer 50 opérations en même temps. Donc là, il a donné un ordre d'envoi, en l'occurrence l'alimentation du DMP. Il sait qu'elle va partir et du coup ça partira quand la CPS, sera, par exemple disponible. Ok. Il y a une question sur l'Aliproc 08. Si l'envoi a été programmé sur un poste où l'authentification n'a pas été faite par CPS, comment est-on sûr que c'est bien le praticien qui a fait cette demande d'envoi? J'imagine que, sur le poste sur lequel est connecté le praticien, vous avez, des moyens de savoir que c'est le professionnel qui est connecté, des modalités d'identification électronique du professionnel à son poste. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on est venu préciser dans le Ségur parce que on peut imaginer que ce soit acquis, que vous sachiez qui est le professionnel connecté sur ce poste. C'est, tous les enjeux de la sécurisation des accès au poste. Alors évidemment, hein, l'objectif, à
terme, c'est les référentiels d'identité électronique, c'est la connexion, y compris à son logiciel en 2 facteurs et 2 facteurs pro santé connectés qui va devenir la règle, hein, et qui est même, largement, préconisé. Je crois que vous y êtes pas encore tous et donc le temps que vous ayez généralisé, j'imagine que vous avez mis en place des dispositifs pour sécuriser, la personne qui l'a. Si le DMP est indisponible au moment où il y a l'envoi, est-ce que le document doit être gardé en attente tant que le DMP bloque? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des envois possibles avec une CPE? Oui. Du coup, les CPE, anonymes ou nominatifs peuvent alimenter sous ton contrôle, Laurent, depuis le GIDMP 2.8? Oh, depuis, oui, oui, enfin, ça a été la gestion de la CPE a été rendue obligatoire dans les logiciels qui passent l'homologation. Elle n'était pas obligatoire avant, donc les éditeurs ne le développaient pas. Mais depuis le GI 2.8, l'homologation des CPE pour les secteurs d'activité, effectivement, où on a des CPE, a été rendue obligatoire. Donc, les logiciels qui sont homologués depuis la 2.8, effectivement, savent gérer une CPE, et donc les CPE, qu'elles soient nominatives ou anonymes, peuvent alimenter les DMP sans problème. Oui, il y a une remarque là, Monsieur Castello. L'envoi du document sur DMP nécessite la saisie systématique du code de la carte CPS car il faut signer le lot de transmission. L'envoi automatique sans solliciter le PS nécessite l'implémentation du DMP 2.10 avec l'authentification PSC. Non, mais ça, on parle du lot de facturation, ça, de FSE, pas du DMP, il n'y a pas besoin de signer quoi que ce soit. Oui, je pense qu'il y a une. On demande en tout cas certainement pas aux professionnels de remettre son code porteur à chaque alimentation du DMP. C'est, il se connecte à son logiciel, il met son code porteur et ça lui permet, d'avoir, les actions dont il a besoin, pour une durée, de plusieurs heures normalement. Oui, ça a été confirmé dans le chat. Ouais, je pense qu'il y a un mélange avec la facturation. Oui. Question sur l'ordre de transmission d'envoi. Imaginons un document validé par un PS, un premier professionnel qui n'a pas sa CPS. Sur le site, il existe un deuxième professionnel avec sa CPS. Le professionnel qui a la CPS, est-ce qu'il peut envoyer le document qui a été validé par l'autre PS qui n'a pas sa carte? Ah, super rigolo! Bah, dans tous les cas, sous ton contrôle, Laurent, dans le VIHF, on a l'information de l'auteur, donc si jamais ça part avec la carte de l'autre, dans tous les cas, ce sera le premier qui sera l'auteur du doc Non, et c'est en lui qu'on fait, verra dans le DMP. il y a plein il y a plein d'auteurs. Dans le document, en fait, on a, le ou les auteurs du document, qui sont, à l'origine, on va dire, du document. Au niveau du document, il y a ce qu'on appelle le legal authenticator, qui est le responsable, on va dire, légal du document. C'est celui qui est censé avoir validé le contenu du document. Ça peut être, d'ailleurs, il est considéré comme un auteur, ça peut être un des auteurs du document. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le lot de soumission. Effectivement, c'est qui génère le lot de soumission. Donc, ça peut être une personne physique ou une personne morale, et qui envoie effectivement, qui envoie le document. Donc, si c'est de l'authentification directe, effectivement, on va avoir telle personne a envoyé un document qui a été fait effectivement par un autre médecin, un autre professionnel de santé. Pardon. Donc, du coup, on a l'historique, effectivement, on retrouve cette historique-là. Et nous, au final, c'est ce qui nous intéresse au niveau des stats, etc. C'est on a tout, hein, au niveau stats, mais ça sera la personne, le professionnel de santé qui a fait le document. Voilà. Après, monsieur Todt apporte une précision intéressante, c'est que on sait qu'avec la LIPROC 08, on vient plutôt compenser, des pratiques qui sont pas, les pratiques recommandées, mais l'idéal, c'est quand même le professionnel avec sa carte, qui envoie son document, enfin avec ses moyens de surexplication, qui envoie son document à lui et la raison que vous évoquez, monsieur Todt, est pertinente, c'est-à-dire qu'après, seul celui qui a envoyé peut supprimer. Donc si ça part d'un autre, d'une autre carte. Non, c'est un des auteurs du document ou le legal authenticator du document peut supprimer, modifier ce document-là. OK, super. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de le dire concernant les CPE, actuellement
peuvent permettre l'alimentation du DMP, que ce soit des CPE anonymes ou des CPE nominatives. Mmh. Pour autant, on vous recommande fortement de recommander à vos professionnels d'avoir des CPE nominatifs parce que seuls les CPE nominatifs permettent l'appel INS. Les CPE anonymes ne le permettent pas. Donc si des professionnels vous demandent quel CPE je dois commander, vaut mieux que ce soit des nominatifs qui permettent l'alimentation de DMP et de l'appel INS versus anonymes qui ne permettent pas l'appel INS. Ouais. Et Et parmi si- tous ces champs d'alimentation qu'on peut avoir effectivement au niveau du document, au niveau du lot de soumission, au niveau de VHF, etc. Aujourd'hui, dans mon espace santé, sur les premières versions, on est allé au plus simple sur l'affichage aux patients. Et donc, ça peut créer effectivement aujourd'hui un document qui est reçu par exemple par une secrétaire. On va avoir un document ajouté par la secrétaire en question. Donc là, il y a des évolutions qui sont en cours pour donner une visibilité générale aux patients pour qu'ils puissent savoir exactement, avoir toutes les informations de bout en bout sur le document, qui a fabriqué, enfin voilà, avec des mots qu'il comprendra pour que le patient puisse savoir exactement quelle est la personne qui a généré le document, qui lui a transmis, quelle est la structure également qui pousse le document. il y a une question sur l'utilisation de certificats pour la ligne DMP. Est-ce que du coup, ces exigences-là qui sont présentées doivent être implémentées? Donc, précisément, en cas d'utilisation d'un certificat permettant de pousser le DMP, donc sans utilisation de la CPS pour la connexion au DMP, est-ce que ces exigences doivent être implémentées? Oui. Donc, dans tous les cas, on demande que le logiciel sache faire l'alimentation par la CPS individuelle et ProSanté Connect. C'est une exigence effectivement indispensable. Je ne sais pas, selon l'heure où a été posée la question, est-ce que ça parlait aussi du temps de stockage du document avant l'envoi, enfin du petit temps. C'est pareil pour le certificat, il doit y avoir un temps, ça part pas direct. Les aliprog sont indépendantes du moyen d'identification C'est ça. du professionnel. Ouais, ok. C'est dans tous les cas elles sont requises. Ok. Alors, une dernière question là. L'homologation par service externe de la consultation du DMP était possible en vague 1. Sera-t-il toujours possible de se baser sur la solution genre Icanopé de consultation ou devrons-nous implémenter nous-mêmes le processus de consultation au sein du logiciel? Il sera possible de faire appel à une brique tierce, mais avec une intégration forte au sein du logiciel. Ouais. Ouais. Il y a Je t'en prie, Laurent. Ouais, c'est ça. En fait, ça sera toujours possible, effectivement, c'est toujours possible de faire comme ça, mais on va demander à minima ce qu'on appelle une procédure d'interfaçage qui permettra d'identifier d'identifier l'éditeur qui appelle la brique là, qui appelle cette brique. Dans le cas, par exemple, c'est une efficience qui est donnée d'Icanopé. On va plus identifier Icanopé en termes de flux de consultation. On identifiera l'éditeur qui a implémenté Icanopé, si c'est un éditeur qui appelle la brique d'Icanopé. Il y avait une demande sur la copie d'écran qui se trouve à droite là, de l'écran. Ça sort de quel doc? C'était juste sur la Ça, slide c'est le d'avant. DSR. Ça, c'est le Oui, c'est DSR. ça. Hein. Okay. Ça, c'est tout dans le DSR. On raconte le contenu. Alors là, non, les petits schémas avec les bonhommes, mais par contre, les tableaux, Non, c'est le la DSR. partie droite. OK. Et là aussi, on est dans le DSR. Donc, la consultation du DMP, mon espace santé, comment est-ce que ça se passe? On a mis au point un petit acronyme qu'on appelait le DICA, qui sont les 4 conditions cumulatives qui permettent la consultation du DMP. Et donc, pour qu'on puisse consulter le DMP, on a besoin que le DMP existe. Bonne nouvelle, c'est pour 98% des patients. Et puis, il faut qu'en tant que professionnel, je ne sois pas bloqué, c'est absolument exceptionnel, mais à une place, ça pourrait arriver. Donc, il faut que le DMP existe. Il faut que l'INS soit qualifié. Il faut qu'on ait informé le patient et recueilli son consentement, c'est le C. Et puis, il faut qu'on soit authentifié avec un moyen d'identification qui permet la connexion au DMP. Et donc, c'est un moyen d'authentification double facteur, soit CPS, soit ProSanté Connect, avec les différents moyens derrière ProSanté Connect. Mais dans tous les cas, par exemple, on évoquait le certificat structure pour l'alimentation, ça n'est pas possible pour la consultation du DMP.
Donc c'est bien un moyen d'identification individuelle du professionnel. Et donc, DMP qui existe, l'INS qualifié, le consentement obtenu, la bonne identification, j'ai le droit d'aller consulter le DMP. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On demande à ce que le système mette en évidence le nombre de nouveaux documents disponibles et autres informations utiles avec des filtres paramétrés. Là, on a une petite nuance selon les couloirs, selon que le couloir médecin et ce qui va être demandé et ce qui a été discuté pour les couloirs officines, paramédicaux et sages-femmes. Pour les médecins, on a demandé que des transactions de pré-requête sur les métadonnées des documents disponibles se fassent dès que le professionnel se connecte et que ces conditions sont réunies. Donc, il n'a pas d'action supplémentaire à faire pour qu'il y ait ces prévisualisations qui lui dit, et on va le voir dans un instant à quoi ça peut ressembler, qui montre il y a 2 comptes rendus de biologie, une note de vaccination, 2 ordonnances et une lettre de liaison qui ont été rajoutées. On préaffiche au professionnel les métadonnées des documents qui sont présents. Petite spécificité, on pourra revenir également sur ce que c'est l'invisibilité et à quoi ça sert. En un mot, c'est pour les consultations d'annonce, où on a des résultats médicaux qui doivent être annoncés aux patients avec circonspection. Donc là, on montre aussi aux patients s'il y a une annonce à faire, aux professionnels s'il y a une annonce à faire chez le patient, s'il y a un document dont il n'a pas eu connaissance. Donc en médecine de ville, on demande à ce que le logiciel fasse des requêtes sur les métadonnées, sans même que le professionnel n'ait d'action supplémentaire à faire. Dans le cadre des couloirs officines, paramédicaux et sages-femmes, c'est une action volontaire du professionnel qui lui permettra d'accéder à la liste des documents et au contenu et même à la métadonnée de ceux-ci. On en a discuté avec les professions les uns et les autres. Les médecins nous ont dit je suis médecin traitant, c'est bon, je veux pouvoir avoir accès sans même me poser de questions, je veux qu'on me pousse l'information. Du coup, les paramédicaux ont dit moi, j'ai quand même moins besoin d'aller consulter en permanence. Pareil, sage-femme, ça me va de faire un clic. Du coup, un clic pour s'assurer qu'on a bien recueilli le consentement, qu'il est d'accord, un clic et je peux derrière consulter les métadonnées. Derrière, une fois que j'ai accès au DMP, je peux effectuer des filtres sur l'ensemble des métadonnées qui existent, aussi bien, on l'a évoqué, sur la date, sur le type de document, sur le titre. Alors, on n'est pas venu préciser la liste des filtres qu'il fallait pouvoir faire, mais on peut imaginer des filtres assez riches qui permettent aux professionnels de trouver le plus facilement du monde ce document, par exemple par profession de l'auteur, par établissement quand c'est un établissement qui envoie le document. Donc plein de filtres possibles sur toutes ces métadonnées pour que le professionnel trouve le bon doc. Après, le professionnel visualise le document, s'il en a le droit dans la matrice d'habilitation, et il peut derrière l'intégrer à son système s'il pense que c'est un document dont il doit garder la trace. Après, on demande à ce que ce soit bien rangé dans le dossier patient et que le système demande à ce qu'il puisse en afficher la trace, qui est quelque part la trace que c'est un doc qui vient du DMP. Donc, là-dessus, il y a un certain nombre d'exigences qui sont associées à tout ce dispositif. J'évoquais il y a un instant la prévisualisation des documents. Donc là, on a donné un exemple d'implémentation, mais évidemment, ce n'est pas ce qui est recueilli de façon obligatoire. Ça dépendra de vos modalités d'implémentation. Pareil, pour le petit bouton qui permet d'aller consulter le DMP, vous pourrez choisir le bouton qui convient le mieux à l'ergonomie de votre logiciel. Mais ce qu'on vous demande, c'est que pour le professionnel, ce soit simple de comprendre s'il peut ou pas consulter le DMP. Donc que ce soit assez visuel. Donc là, par exemple, on a pris des boutons qui sont colorés. OK, c'est bon, les 4 conditions du DICA sont réunies. Je vais pouvoir consulter le DMP du patient. Là, par contre, c'est grisé avec une petite note d'info. Il se passe quelque chose, je ne peux pas y aller. Et ce qu'on vous demande, c'est de faciliter la vie aux professionnels pour qu'ils comprennent pourquoi il ne peut pas y aller. Donc soit c'est vos prérogatives, soit un clic, soit un mouse over. Je passe dessus et on me dit bah non, pas de DMP, tu ne peux pas y aller. Ah bon, du coup, discuter avec mon patient, vous avez fait fermer votre DMP, bon. Ou alors vous n'en avez pas, il n'a jamais été créé, bon bah appelez le 3422 et vous le créeront. Ou alors vous n'avez pas qualifié l'INS. Et bonne nouvelle, je peux le qualifier dans mon dossier, donc comme je sais que l'INS n'est pas qualifié, je peux aller, j'ai un lien qui m'emmène sur la fenêtre de qualification de l'INS. Je n'ai pas le consentement, j'ai un lien qui m'emmène vers la fenêtre qui permet de tracer le consentement. Donc qu'on mette au professionnel des petits tips qui lui permettent de comprendre s'il peut accéder ou pas, et s'il ne peut pas accéder, ce qu'il peut faire pour lui permettre d'accéder au DMP. On pourra bientôt en rajouter un nouveau petit tips. C'est le professionnel de santé qui se trouve en face d'un patient qui a un DMP
puisqu'il il s'est pas opposé à sa création, mais qui ne l'a pas activé. Donc il y a bien un DMP qui existe, il y a bien un MES qui est là, mais qui n'est pas activé. Donc ça, c'est une information qui peut être importante aussi pour les professionnels de santé, d'informer le patient que il est en train de lui pousser des documents dans son espace santé. Ça serait bien qu'il active pour qu'il puisse voir ces documents. Et donc là encore, les petits tableaux du DSR où on vient préciser le contrôle les éléments autour de tout ça, par exemple les traces, la connaissance sans clic, la capacité à consulter, la sélection des différents documents qui permettent après l'intégration. Donc un certain nombre d'exigences qui viennent apporter de l'éclairage particulier sur la façon dont tout ça doit se faire. J'imagine que ça suscite des interrogations. Je vais répondre à une ou deux questions qui sont Je t'en prie. dans Ouais, bien dans sûr. le chat. Quand on parle de consultation DMP, alors on va rentrer un petit peu dans le détail des transactions. On a une première transaction effectivement qui permet de faire la recherche. Alors c'est une transaction avec pas mal de fonctions qui permettent de récupérer ce qu'on souhaite au niveau des documents du DMP. On appelle la TD 3.1, qui permet de rechercher la liste des documents qui sont présents dans le DMP. Cette transaction, elle peut être appelée de deux façons, hein, ce qu'on appelle le mode leave class, c'est le mode complet où on va avoir toutes les informations possibles au niveau des documents dans le DMP. Donc cette transaction-là, c'est une transaction de consultation, puisqu'on a des données déjà sensibles qui peuvent arriver rien que dans le nom d'un document. Et donc ça nécessite effectivement l'autorisation d'accès et le consentement du patient pour pouvoir faire ce type de recherche. Donc cette recherche, plus la consultation à proprement parler derrière la TD 3.2, la consultation du document, également, hein, c'est un tout. Ça nécessite l'autorisation et le consentement du patient. Dans tous les cas, toutes ces transactions ne peuvent se faire que si le patient a donné son consentement. Donc il y a bien, de toute façon, quelle que soit la transaction, à son tout contrôle Laurent, le consentement du patient est un préalable. Tout à fait. Ah, du coup, une question hyper spécifique. Il a été remonté que certains internes en pharmacie munis d'une CPF n'avaient pas accès au DMP. Or, la matrice d'adhésion indique que les internes munis d'une CPF peuvent y avoir accès. Oui, c'est un sujet qui est connu. Les internes de pharmacie accèdent avec une CPF au DMP. Et puis, quand ils l'ouvrent, il est vide. Enfin, ils voient que la partie administrative, ils n'ont pas accès aux documents. C'est une question de race, d'annuaire, de discussion avec l'ordre des pharmaciens, donc il y a des travaux complémentaires en cours et malheureusement, c'est un problème connu à date. Alors, un petit mot des documents qui doivent faire, l'objet, d'une alimentation, et de quel type d'alimentation. Donc on a, les documents ici de la médecine de ville, donc c'est vraiment les documents clés, hein, qu'on a construits, enfin dont on a construit la liste avec les professionnels. Il y a un certain nombre de documents qui étaient déjà présents en vague 1, par exemple la synthèse médicale, hein, ce document pivot, hein, de la médecine générale et puis même du soin de tout un chacun, puisqu'il résume sa situation médicale avec antécédents, allergies, traitements habituels. Et qui est de plus en plus rempli par les médecins traitants, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors on vient en proposer une version, nouvelle version dans la vague 2, une version plus conforme aux standards européens de l'International Patient Summary et qui en plus vient répondre à un certain nombre d'attentes fonctionnelles des professionnels qui nous avaient exprimées suite à la vague. Donc un nouveau cadre 6.10 et donc de nouveaux tests gazelle à passer. On vient également l'enrichir, hein. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de comptes rendus d'imagerie qui sont réalisés en médecine également, pas juste par des radiologues, que ce soit de l'échographie cardiaque, du Doppler, d'angiologue ou autre échographie gynécologique. Donc évidemment, il faut que tout ça vienne alimenter mon espace santé. Les prescriptions, du coup, on retrouve toutes les prescriptions de la vague 1 avec en plus la possibilité, c'est un choix qui vous est laissé avec un profil, hein, de faire une prescription structurée au format CDR de N3. On sait que vous devez de toute façon, pour la prescription de produits de santé, savoir la faire au format structuré ordonnance numérique. Et si vous souhaitez prendre de l'avance sur les exigences européennes qui vont arriver
vers nous dans les prochaines années, vous pouvez commencer également à faire de la prescription structurée N3. Les nouveautés vague 2, ça va être notamment le compte-rendu ou fiche de consultation, qui est en fait le compte-rendu de consultation des spécialistes, hein, que ce soit le gastro-entérologue, le rhumatologue, le néphrologue. Ils produisent souvent des comptes rendus de consultation. Ça fait partie des documents obligatoires à venir alimenter à mon espace santé. Je vous ai remis le lien vers l'arrêté qui décrit la liste des documents. Nouveauté de la vague 2, les mesures de l'enfant, le compte rendu de l'examen de l'enfant et puis les certificats de l'enfant. On aura un focus dans un instant sur ce sujet, mais donc désormais, c'est le carnet de santé de l'enfant et les documents que produit le médecin qui vont venir alimenter mon espace santé. La lettre d'adressage aux confrères était une forte attente des médecins. La note de vaccination était présente dès la vague 1 en officine, elle sera présente en vague 2 chez les médecins. Et donc actuellement, on a des notes de vaccination de 200 à 500 000 hein, selon les mois qui sont produites par les pharmaciens. Et le fait que les médecins évidemment rejoignent cette alimentation va améliorer la santé populationnelle en général. Et puis pour les structures d'exercice coordonné, donc qui concernent différentes professions, on est venu rajouter les documents nécessaires à l'exercice de chaque des principales professions concernées. Donc les professions paramédicales ont un type code dédié qui s'appelle bilan par professionnel de santé, que ce soit de l'orthophonie, de la kiné ou de l'orthopsie. Souvent les dentistes font des implants et ils ont demandé donc à pouvoir avoir la traçabilité des cartes d'implant, mais les gynécos et les sages-femmes aussi peuvent avoir ces cartes-là, le compte rendu de grossesse pour les gynécos par exemple. Autant de documents que vous connaissez. Les sages-femmes, on retrouve un peu la même liste des documents avec donc la carte d'implant par exemple que j'évoquais, la note de vaccination, une spécificité avec le test rapide d'orientation diagnostique qu'on n'a pas, dont le cadre interop n'était pas complètement fini au moment de la rédaction des médecins, donc on l'a finalisé entre-temps et donc comme les sages-femmes, les paramédicaux et les officines restent devant nous, du coup ils vont pouvoir bénéficier de ce nouveau cadre CISIS. Et donc, vous voyez des documents ici clés qu'ont demandé les sages-femmes. Et pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, donc l'envoi automatisé au DMP et l'envoi au médecin traitant. Alors, on a précisé hein, pour les documents, parfois il est pertinent de l'envoyer, et puis parfois pas. On a discuté de tout ça avec les professionnels. La liste des documents des paramédicaux, donc vous les trouverez par profession, avec une petite distinction pour les infirmières qui, dans leur fonction, ont la capacité de faire des notes de vaccination et des TROD. Des petites spécificités également pour les infirmiers de pratique avancée, qui peuvent faire, en plus des prescriptions d'actes d'infirmier ou de biologie, par exemple. Des nuances pour les bilans par professionnel de santé. C'est un titre générique, mais on a évoqué tout à l'heure le fait que quand on consultait, on pouvait aussi consulter l'ensemble de métadonnées. Donc avec les métadonnées, on pourra savoir si c'est un podologue ou un kiné qui a réalisé le bilan et la synthèse de sa prise en charge. Et puis les documents pharmaciens, donc un certain nombre étaient déjà présents en vague 1, mais on vient compléter hein, cette fois-ci les documents en vague 2, avec notamment le compte-rendu de consultation pharmaceutique, là encore le test rapide d'orientation diagnostique, hein, qui est par exemple le test antigénique Covid, ou bien la glycémie qui peut être réalisée au comptoir. Donc autant de choses dont on pense qu'elle est pertinente qu'elles viennent alimenter mon espace santé. Je ne sais pas si ça a généré ces différents documents des questions. Ah mince, il y a des coupures dans le son? Non, en fait, je pense que c'est local parce qu'en tout cas, moi, j'ai aucune coupure du son. Il y a une demande là pour ces documents. Est-ce que tu peux indiquer le code LOINC Ouais. systématiquement? Alors, du coup, quand vous regardez le référentiel d'exigence minimale, donc l'un des 3 documents clés du Ségur, celui où vous avez l'ensemble des exigences, des scénarios et des preuves qui sont requis, il y a différents onglets et dans la liste des documents Ségur, les codes LOINC sont bien précisés avec le lien vers le cadre interop à chaque fois dédié. Donc là, je les ai pas mis dans les dias, mais vous alors, pourra rajouter, donc pour la médecine de ville, c'est évidemment déjà publié, c'est pas encore le cas, mais comme les documents sont ouais, non, par exemple, j'ai pas mis le code LOINC, mais ce sera bon, du TROD, il est pas en médecine de ville, mais bon, évidemment, on le mettra. Et dans le cas d'un logiciel de maison de santé, tous les documents sont nécessaires ou juste ceux qui sont flagués médecine de ville? Pour les structures d'exercice coordonnées, dont les maisons de santé pluriprofessionnelles font partie, c'est bien l'ensemble des documents qui sont requis, plus les documents spécifiques au profil structure d'exercice coordonné. Donc il faut savoir en plus faire un bilan bucco-dentaire, une carte d'implant, un contrôle de grossesse.
Est-ce que l'usage de la TD3.1 est comptabilisé dans le nombre de consultations DMP par PS? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de statistiques d'usage, effectivement, en consultation, de statistiques de consultation, non. C'est la consultation du document, la TD 3.2, qui est comptabilisée pour savoir si un professionnel de santé a consulté un document. Par contre, si on parle en termes de mésusage, oui, la TD 3.1, elle, est comptabilisée comme étant une consultation. Et donc, on va comptabiliser effectivement les nombres d'accès à des DMP pour les professionnels de santé. Et même s'il n'y a eu que des affichages en fait, de listes de documents dans les DMP, ça c'est comptabilisé comme étant de la consultation, mais uniquement dans le cadre des mésusages. Alors, dans le cadre des mésusages, pardon, j'ai eu la réponse en live. Ouais. Ouais, dans le cadre des Par mésusages, contre, pour la MDV 07 à laquelle vous faites référence, Martine, du coup, c'est bien la TD 3.2 qui est comptabilisée. Donc, on l'a précisé dans le DSR. Absolument. Donc, c'est dans le DSR, il y a le petit schéma hein, à titre indicatif qu'on a mis de ce à quoi pouvait ressembler le tableau de bord des différentes transactions, aussi bien pour l'alimentation DMP que pour la consultation DMP pour les envois MSS. Et donc là, on a venu préciser que c'était la 3.2, et donc la 3.2, c'est visualisation téléchargement, hein, c'est ça, Laurent? Tout à fait. Ouais. Ça vaut, le document est téléchargé, donc après, c'est l'éditeur qui choisit l'action qu'il veut faire derrière. Le seuil de mésusage à relever. On est en train de faire des travaux sur le seuil sur les mésusages pour améliorer ce qui existe aujourd'hui. Donc on est en train de travailler dessus. Et il y a notamment des seuils qui vont être partitionnés par profession, par spécialité déjà, pour qu'on ait qu'on soit au plus près, on va dire, des cas d'usage et des pratiques. Et il va y avoir d'autres travaux qui vont être complémentaires et qui vont permettre de vraiment mieux cibler les professionnels de santé qui sont dans ce cadre on va dire, de fonctionnement atypique en termes de consultation. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des usages qui émergent, hein, donc on découvre tout ça. On voit les consultations de mon espace santé qui augmentent d'un mois sur l'autre, hein. C'est des usages qui sont en train de se faire auprès des professionnels. Donc tout ça nécessite beaucoup d'attention collective de notre part pour qu'on trouve en permanence le bon équilibre entre, d'un côté, garantir la sécurité dont nous-mêmes et nos concitoyens avons tous besoin, et de l'autre côté, faciliter l'usage dont ont besoin les professionnels. Donc c'est l'adaptation dont tu parles, Laurent, en permanence. Du coup, on regarde, on ajuste. Ouais, en fait, c'est important. Ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue en début de webinaire. C'est le fait de dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que le professionnel de santé il soit conscient qu'il est en train de consulter. Parce que dans beaucoup de cas de mésusage, quand on contactait les professionnels de santé, ils nous disaient mais non, mais moi je ne consulte pas le DMP, je fais qu'alimenter. Et donc il n'avait pas conscience en fait qu'il cliquait sur des boutons pour lesquels il y a eu un consentement. En fait, pas vraiment, il n'avait pas vraiment conscience qu'il y avait un consentement derrière, et ça allait faire des recherches et ça comptabilisait des accès alors que le besoin n'était pas forcément là, et en tout cas il n'avait pas conscience qu'il y avait ces consultations. C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait que le professionnel de santé, ce consentement et cette prise de conscience qu'il est en train de faire des actions de consultation, soit bien à sa visibilité, pour déjà pouvoir avoir un dialogue cohérent si jamais il tombe dans un blocage, pour que l'agent du centre de service puisse avoir un discours avec lui par rapport à son usage, etc. Ça peut arriver qu'un professionnel de santé, voilà. Mais si on comprend l'usage qu'il a derrière, on va pouvoir adapter les seuils, on va pouvoir adapter la façon dont ce professionnel de santé-là va accéder au DMP et lui garantir d'y accéder en toute sécurité, effectivement, pour lui et pour ses patients. Mais donc en Vaguin, c'est vrai qu'on n'était pas venu détailler toutes ces règles. C'était je donne le patient, le professionnalisé
OK pour accès au DMP, mais accès, il précisait pas si c'était alimentation, consultation, donc autant de choses qu'on vient, j'espère, préciser de façon beaucoup plus fine en vague 2 justement pour, à la fois préciser, mais aussi sécuriser, les usages des uns et des autres. Mmh. Mmh mh. Ouais, tout à fait et pour répondre à la question de monsieur Toth, à partir du moment où vous alimentez, un document dans le DMP et que vous recevez un message comme quoi c'est OK, le document il a été intégré, il est positionné. En plus, on vous donne aujourd'hui dans le cadre de l'homologation et des tests, un accès à une plateforme transverse complète DMP MES. Donc vous pouvez simuler vos envois de documents, vous pouvez aller voir, comme en étant un patient, si le document a bien été réceptionné, s'il est bien visible, et cetera. Ça va vous rassurer dans le fait de dire, j'alimente des documents, j'ai pas forcément besoin de faire des recherches derrière d'avoir des autorisations d'accès de positionner ou des accès en consultation, alors que le professionnel de santé n'a pas consulté. Si j'alimente un document, que je reçois un DMP OK, ben, il y a pas de raison, le document il est bien présent. Du coup, enfin, quand on envoie un mail, on va pas systématiquement vérifier que le mail est bien parti, on envoie son mail, on a confiance normalement dans son système. Oui, mais je comprends, hein, je vois ce que monsieur Toth répond, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est en fait, ça va être, une éducation, on va dire, heu et une façon de faire dans l'ergonomie des logiciels pour dire: «Voilà, ce document il est envoyé, ben, je le fais apparaître». Il y a pas besoin que j'aille m'assurer effectivement que le document il est bien envoyé. Si je l'ai envoyé dans le DMP, que j'ai eu un OK au niveau de sa réception, c'est un document qui est présent tagué DMP et qui peut apparaître dans l'écran du PS. La prochaine fois qu'il viendra, il le verra. Mais effectivement, il faut se rassurer là-dessus, il faut les rassurer eux. Et puis, il faut être dans un mode de développement un petit peu éco-responsable aussi. Éviter d'appeler des transactions si vraiment il y en a pas besoin, quoi. Il y a plus de questions sur ces éléments. Donc en pratique, juste 2-3 focus, la dématérialisation du carnet de santé de l'enfant. Donc on sait qu'il y a 20 examens obligatoires dans le carnet de santé de l'enfant, désormais, peut-être que dans la nouvelle version début 2025. Donc on vous demande de pouvoir, pré-remplir les éléments qui sont, évidemment, présents dans les examens de l'enfant, et puis, rajouter quelques éléments, hein, des champs s'il y a besoin, si en plus, on veut dire, apporter des informations complémentaires sur le développement en cours, par exemple, de l'imprimer, aux parents, si, s'ils souhaitent, le garder en plus, dans le papier. Et puis, ces comptes rendus, d'examen de l'enfant, outre le fait, des 20 obligatoires, on sait que ça donne lieu à 2 certificats, enfin 3 si on tient compte, du premier er des 8e jours, mais le premier en général est réalisé en maternité avant les 8e jours. Donc on demande aux logiciels, qui ont le profil médecin traitant, carnet de santé de l'enfant, de savoir produire également les certificats de santé de l'enfant, qui vont être envoyés, aux bases nationales, au PMI et aux bases nationales, pour le suivi épidémiologique. Et donc on demande à ce qu'il y ait un lien entre, les examens obligatoires, produits et puis, les certificats, qui demandent un certain nombre d'éléments, structurés, pour que, le professionnel qui a déjà informé, rempli dans les examens obligatoires que le patient, l'enfant avait pas de troubles visuels, que cette information soit reproduite automatiquement dans le certificat. Donc ça, c'est pour, le certificat de l'enfant et globalement le carnet de santé de l'enfant. Pour, le carnet de vaccination dématérialisé, donc on vous demande de pouvoir faciliter le pré-remplissage aux professionnels. Donc ça, c'était déjà une exigence, mais qu'on vient renforcer en vague 2, qu'ils puissent lire la boîte de vaccin, avec, un data lecteur, par exemple, de QR code. Que ça vienne pré-remplir la note de vaccination avec, les différents codes requis, hein, pour le cadre interop, et on sait qu'il peut y avoir un lien entre, les différents, les différentes structures du cadre interop du médicament, le code ATC 6, CIP par exemple, qu'on vient trouver dans le médicament. Donc tout ça vient pré-renseigner la note de vaccination et derrière, permet, l'alimentation du DMP autour de la vaccination. On a en plus, des éléments qui nous ont été demandés par les professionnels tels que, le lien vers le schéma vaccinal, hein, donc c'est la carte, postale qui résume, globalement les vaccinations, les principales vaccinations prévues, au cours de la vie.
Et puis, le fait de pouvoir consulter évidemment, la note de vaccination, mais ça nous renvoie, vers, la consultation des DMP qu'on vient de voir. Du coup, vous retrouverez ici le lien vers la matrice, d'habilitation. Donc selon le rôle et la profession des professionnels, on n'a pas, accès, aux mêmes documents nécessairement. Donc selon la profession à laquelle on appartient, du coup, on peut, avoir accès ou pas à tel type de document. Vous voyez que les professions ici concernées, hein, que ce soit, les médecins, les sages-femmes, les paramédicaux, toutes les professions paramédicales ont globalement des accès, assez larges, aux documents de santé. C'est des professionnels de santé, jouant un rôle, hein, clé dans la coordination des soins. Donc, à quelques petites spécificités, du coup, qui sont régulièrement discutées avec, les représentants et les ordres de ces professions. On a des accès, assez larges dans la matrice. Et donc, Magali, on a à peu près tenu les temps, mais peut-être que tout ça, C'est top. Peut-être qu'il y a suscité a- encore quelques questions. Ouais. Bravo. Si vous voulez poser vos questions à l'oral, vous levez la main et je peux vous débloquer le micro, si vous préférez, ou sinon dans le chat. En sachant donc que tout ça sera disponible en replay, les diapositives aussi. Il y avait Que une dernière slide. En fait, non, mais c'est pas grave, je vais le faire à l'oral. Tu rigoles? Où Sandra Mais nous oui, faisait un bien petit peu sûr. de promo. Bon, pour ceux qui seront au Vital Days la semaine prochaine, on se retrouve avec plaisir au Vital Days. On sera présent. Enfin, moi, en tout cas, je serai présent et je pourrai répondre. On vous présentera tout un tas de choses au niveau actualité, DMP, évolution, etc. Donc, ça bouge. On va vous présenter un petit peu tout ça. Et justement, pour vous donner plus d'informations, suite au Vital Days, le lendemain des Vital Days, avec le GIE, on organise un webinaire. Donc, vous avez dû recevoir les invitations. Dans ce webinaire, on listera un petit peu toutes les nouveautés là, qui sont apparues dans le guide d'intégration de 10. Bon, la nouveauté que tout le monde attendait, bien entendu, c'est la partie Pro Santé Connect, qui est aujourd'hui une possibilité ouverte en homologation au niveau du CNDA à partir du moment où vous avez vos prérequis ANS, et plus les autres petites évolutions qu'on a embarquées. Et on vous présentera aussi le processus, on va dire, de mise en place au niveau des environnements, des phases de test de non-régression qu'on va demander aux éditeurs. Donc, on vous expliquera tout ça, de non-régression par rapport aux mises en production qu'on va faire côté DMP. Donc, c'est tout un process qu'on met en place et qu'on voudrait vous partager de manière précise, et on le fera au Vital Days et également lors de ce webinaire. Voilà, j'ai fini, Sandra, excuse-moi, j'ai débordé un peu. Oh bah non, tu rigoles, hein. Du coup, c'est des éléments, qui sont précieux, avec une question qui t'est posée: comment s'inscrire au webinaire du 18 septembre? Ah, alors normalement, le GIE a dû envoyer à toute leur liste de contacts éditeurs DMP. C'est ça. Carole est là, donc tu vas pouvoir répondre. Donc normalement, tout le monde a reçu une invitation. Bah, n'hésitez pas à me laisser votre adresse là dans le chat si vous l'avez pas reçue. Mais on a envoyé l'invitation. Alors peut-être qu'aux éditeurs homologués malgré tout. Quoique non, normalement tout le monde l'a reçu, il n'y a pas de raison. Même ceux qui sont en cours. Oui, oui. Donc, si vous êtes connu du GIE, que vous soyez homologué ou en cours, normalement, vous devez avoir l'invitation. Si ce n'est pas le cas, envoyez un petit message à Carole. Tu peux mettre peut-être ton adresse mail, Carole, dans le chat, comme ça, tu as déjà des adresses là qui sont arrivées. On pourra t'envoyer les infos. Il y avait une question. VSM. Voilà, c'est ça, vas-y. Alors, le VSM est bien un document. Donc, certes, il contient les antécédents, les allergies, autant de données qui sont structurées à l'intérieur du logiciel. D'ailleurs, on ne vient pas préciser comment ils doivent être structurés dans le logiciel, mais dont on vient préciser qu'ils doivent être structurés dans le VSM. Donc, il y a bien un moment où je dis, voilà toutes les données issues de mon structuré de mon logiciel que je veux mettre dans ce document, et ce document, je l'envoie à mon espace santé. Donc, il y a bien un moment où le professionnel dit,
je l'envoie à mon espace santé, c'est bien le VSM tel que je veux le produire. D'ailleurs, souvent, ils le remettent au patient, donc il y a bien un document qui est produit de synthèse médicale. Et donc, on a même apporté dans le nouveau cadre CISIS une nuance entre potentiellement les éléments structurés présents dans votre dossier patient et la synthèse médicale, puisque un professionnel peut choisir de garder dans son dossier des antécédents, mais de ne pas les faire apparaître dans le VSM, de les décocher s'il juge qu'il est non pertinent, par exemple, de préciser que le patient avait binge drinké dans sa jeunesse ou fait 12 IVG. Et s'il les a décochés, du coup, ils apparaissent pas dans le document final que sera le VSM. Mais du coup, on aura l'occasion. Oh, tu as beaucoup de succès, Carole, pour le webinaire du 18 septembre. On a bien fait d'en parler. Super, merci. Et puis donc, vous trouverez également ici un certain nombre de documents, surtout à destination des professionnels et de leurs patients. Donc des affiches, une vidéo de présentation de mon espace santé, le top 15 des questions qui nous reviennent toujours de la part des professionnels. On commence à avoir désormais pas mal de retours des uns et des autres et des différentes expériences de ce qu'on a pu voir. Donc, on sait les questions qui reviennent toujours. Donc, si vous avez besoin d'éléments pratiques pour y répondre, vous trouverez plein de documents sur cette page dédiée et puis évidemment sur le site dédié à la formation de l'ALS. Encore un webinaire très riche, Magali. On va pouvoir même clôturer à l'heure. Merci tout le monde. Et à très vite, même à demain pour un certain Et puis nombre à d'entre vous. demain pour la suite. Merci à Merci et tous. bon après-midi. Magali, merci Sandra. À plus. À Merci bientôt. beaucoup.